Parce qu'il semblait qu'il n'était heureux que quand il était ivre. Quand il était sobre, il n'était pas normal, vous savez. Nous sommes rentrés à la maison et nous avions une petite chienne à l'époque. Notre chienne a attrapé le sac poubelle et a répandu les ordures partout dans le salon. J'ai ramassé les ordures et j'ai dit, je vais nettoyer ça. Nous ne nous disputions déjà plus. Il est allé à la cuisine, je ne me souviens pas ce qu'il est allé faire, s'il est allé manger quelque chose. Je suis allé au salon et mon ami est allé dans la chambre. Pendant que je nettoyais le sol, j'ai entendu un son et un impact très fort. Il est venu et m'a donné un coup de poing dans le dos. C'était la première et unique fois qu'il m'a frappé physiquement. Il m'a donné un coup de poing dans le dos et j'ai eu tellement peur. Je tenais le balai, je balayais le sol. Je l'ai regardé et je lui ai demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» Et il a juré que ça ne s'était jamais passé. Il voulait que je croie qu'il ne m'avait pas frappé. Que c'était quelque chose dans ma tête. Parce que j'étais folle. Je m'appelle Camille. J'ai actuellement 39 ans, et j'ai vécu une relation abusive qui a failli me tuer. D'une certaine manière, elle m'a tué pendant 15 ans. J'ai connu cette personne à travers sa famille. Je prenais des cours particuliers avec la tante de cet homme. À l'époque, j'avais 18 ans et il en avait 23. Il vivait à Paris et moi je vivais à Lyon. Jusqu'alors, je n'avais aucun intérêt à avoir un petit ami ou à me marier. Nous échangions seulement des lettres. Nous n'avions pas les technologies qu'on a aujourd'hui, alors c'était par lettres ou des appels de 3 secondes l'un à l'autre. J'aime les groupes de rock, j'ai toujours été impliqué dans cet environnement, et il jouait de la guitare dans un groupe. Alors pratiquement la seule communication que nous avions était de parler de groupe. Quand c'était le Nouvel An, je suis allé rendre visite à mes parents. Mes parents m'avaient envoyé à Marseille pour faire une prépa universitaire, et je suis retourné à Lyon pour passer les fêtes de fin d'année. Il a voyagé jusqu'à ma ville pour me rencontrer. Quand il est venu, nous avons commencé à sortir ensemble, à nous connaître. Nous sommes restés comme ça environ 7 mois en couple à distance jusqu'à ce que je déménage à Paris, où j'ai été acceptée à l'université. Je suis tombée follement amoureuse de lui parce qu'il me traitait très bien, me respectait. Tout, jusqu'à ce que les choses commencent à changer quand j'ai déménagé à Paris. J'essayais d'entrer à l'université, je faisais une prépa. À 17 ans, j'avais déjà obtenu mon bac. Comme ma famille a toujours été très traditionnelle sur les études, j'ai fini par aller travailler et faire l'université à Paris. À cette époque, je cherchais un endroit à louer et la mère de lui a beaucoup insisté pour que je reste chez eux. Il vivait avec ses parents. Je suis restée là 30 jours. Je n'ai pas voulu rester plus longtemps parce que je voulais avoir ma vie, et en plus nous n'étions pas mariés. Je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un problème avec la relation entre lui et sa mère. Ils avaient une relation qui pour moi était très étrange. On aurait dit qu'elle était l'épouse et lui le mari. Je me sentais très mal à l'aise et elle utilisait des tons de cruauté avec moi. Je me souviens qu'il y a eu une situation où je travaillais tard, parfois jusqu'à 20h, 21h, 22h, du lundi au samedi. C'était vraiment difficile. À cette époque, je venais d'avoir 19 ans. J'avais déjà loué un endroit et j'étais dans ce processus de déménagement. Elle m'a dit, « Tu ne restes plus ici à la maison. » Je lui ai répondu, « Merci beaucoup, dès que j'aurai un jour de congé du travail, je vais déménager. Et votre fils va rester ici avec vous. » Un jour, elle m'a demandé d'aller chez son frère, qu'il serait là ce soir-là pour un dîner. Elle m'a tout donné de travers, mauvaise adresse, mauvais bus. J'ai fini dans un quartier super dangereux, sans personne, tard le soir, sans connaître personne. Je crois que mon beau-père s'est rendu compte qu'elle avait de mauvaises intentions envers moi et il a dit « Je vais la chercher ». C'est comme ça qu'ils m'ont trouvé, parce que le chauffeur de bus a eu pitié de moi. C'était déjà le terminus dans un endroit qui ressemblait à un quartier vraiment moche, il n'y avait presque pas de voitures. C'était comme sur une colline. Ils m'ont trouvé, m'ont emmené. J'étais vraiment effrayée. Elle m'appelait par des noms. Elle me lançait des pics comme quoi j'étais une campagnarde parce que je venais de la province et que je n'avais pas l'habitude des immeubles. Et eux étaient meilleurs, toujours les meilleurs. Je trouvais tout ça très étrange parce que je viens d'une famille normale qui a accès aux choses, très bien élevée. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. J'ai déménagé dans mon appartement. Dieu merci, c'était très bien parce que c'était aussi proche de mon travail. Un jour, j'étais au travail, c'était un samedi, et il m'a dit qu'il voulait me voir à la fin de la journée, venir chez moi. Je lui ai dit que c'était bon. Je l'attendais à la porte et il est arrivé tout sale debout et très ivre. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mais il m'a dit que non, qu'il buvait de la bière de temps en temps, que ce n'était pas quelque chose qui arrivait souvent. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas retourner chez ses parents parce qu'il ne savait pas qu'il buvait comme ça, que généralement il dormait chez quelqu'un. Il m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi. J'ai dit oui. Il a fini par dormir chez moi. Le temps a passé. Je me rendais compte qu'il buvait beaucoup, mais comme je l'ai dit, je travaillais beaucoup pour me soutenir. Il avait la maison de ses parents et j'avais mon appartement. Je vivais dans une résidence étudiante. Je me battais pour entrer à l'université. J'ai fini par être acceptée et j'ai étudié le droit pendant 1 an et demi. J'étudiais de 7h30 à 11h30,
Je faisais l'université de 7h30 à 11h30. J'ai quitté mon ancien emploi et j'ai fait un stage dans le domaine juridique. Je travaillais au département comptable du secrétariat d'État parce que j'étais très dévouée. J'ai toujours été très appliquée dans l'étude, la lecture, l'apprentissage. C'est quelque chose de familial. Ma mère a toujours renforcé ça à la maison. J'ai grandi dans une maison en lisant des livres, entourée de livres. À cette époque, j'ai transféré mon université de droit à Bruxelles. Mais pendant cette période de stage à Paris, j'avais déjà commencé à travailler avec l'art, j'ai commencé à travailler avec la photographie. Je faisais le stage dans le domaine juridique, je faisais l'université et j'ai commencé à travailler avec la photographie aussi. Ça a commencé à m'attirer plus. Il a obtenu un emploi dans le sud de la France. Je ne suis pas allée vivre avec lui, j'ai choisi. Nous étions déjà fiancés. Je lui ai dit que je n'irais pas vivre si ce n'était pas pour se marier. Je n'allais pas abandonner ma vie pour être à sa merci. Quand j'ai déménagé à Nice, dans le sud de la France, il m'a dit « Camille, pourquoi tu n'investis pas 100% dans la photographie? Va étudier dans ce domaine parce que c'est quelque chose que tu fais, qui te rend plus heureuse que d'étudier le droit. » À cette époque, j'ai arrêté d'étudier le droit, j'ai été acceptée dans une autre université pour étudier la publicité et la communication. Je me suis diplômée. J'ai commencé à travailler avec la photographie de mode, le design graphique, j'ai commencé à étudier dans des écoles d'art et à m'impliquer dans cette scène artistique. Il s'est diplômé, travaillait, nous avons commencé à construire notre vie. Et à cette époque, c'est là que tout a commencé à empirer. Parce qu'il a commencé à boire beaucoup, de façon effrénée. Je ne pouvais pas contrôler la situation. Ça a commencé à avoir un impact très négatif sur moi. Il a commencé à changer. Il est devenu contrôlant. Mes cheveux devaient être de la couleur qu'il ordonnait. Si je changeais mes cheveux, il avait un problème avec ça. Mes vêtements. Il faisait des choses que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui, pourquoi c'était comme ça. Et ça a été une des choses qui m'a le plus affectée. C'était comme ça, je rentrais à la maison, nous vivions dans un grand appartement. Et je rentrais et j'ai l'habitude d'enlever mes chaussures à l'entrée et de ne pas porter de chaussures à la maison, ou de rester juste en chaussettes. C'est une question d'hygiène pour moi. Et il cachait mes chaussures. Il cachait mes chaussures. Il cachait mes vêtements. Je cherchais, je demandais, et il voulait que je croie que la maison était hantée, qu'il y avait des choses mauvaises, des fantômes. J'amenais des gens pour prier dans la maison parce que j'avais peur de dormir. J'ai commencé à avoir peur de ce qui était réel et de ce qui ne l'était pas. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids, à devenir très anxieuse. Il y a eu une époque où ma mère a voyagé jusqu'à Nice pour rester avec moi. Je lui disais, « Maman, je mets les chaussures à l'entrée de la maison. Quand je vais prendre les chaussures, elles disparaissent, elles ne sont plus là. » Il partait pour travailler. Moi, à cette époque, j'étudiais dans une autre ville, je faisais l'université dans une autre ville. Alors il rentrait du travail et je partais à l'université. Nous étions dans cette course, construisant la vie comme n'importe quel jeune couple. Chaque fois que je rentrais à la maison, il était très ivre ou il avait la tête dans les toilettes. Je devais l'aider par peur qu'il tombe dans un coma éthylique. Ou notre maison était pleine de gens. Parfois je rentrais de l'université à 23h30 et il y avait plein de gens ivres dans ma maison. C'était une terreur. Je n'avais pas de vie. Je n'avais pas d'intimité. À cette époque, je n'étais pas encore la cible directe. Il cachait mes vêtements, cachait les chaussures et me faisait croire qu'il y avait des choses mauvaises, des esprits mauvais dans la maison. Il me faisait me méfier de moi-même. Rien n'était réel. Et ça m'effrayait beaucoup. Il est arrivé un moment où j'avais une amie très proche. Nous faisions l'université ensemble, elle vivait dans une ville voisine et elle est venue nous rendre visite. J'avais une chambre d'amis et je lui ai dit « Dors ici parce que demain nous allons à l'université. » Ce jour-là, je suis sortie avec lui. Nous allions faire des courses. Nous avons eu une dispute. Lui très agressif, très étrange. Il a commencé à beaucoup changer son comportement avec moi et je ne savais pas quoi faire. Parce qu'il semblait qu'il n'était heureux que quand il était ivre. Quand il était sobre, il n'était pas normal. Nous sommes rentrés à la maison et nous avions une petite chienne. Notre chienne a attrapé le sac poubelle et a répandu les ordures partout dans le salon. J'ai ramassé les ordures et j'ai dit « Je vais nettoyer ça ». Nous ne nous disputions déjà plus. Il est allé à la cuisine. Je suis allée au salon et mon ami est allé dans la chambre. Pendant que je nettoyais le sol, j'ai entendu un son et un impact très fort. Il est venu et m'a donné un coup de poing dans le dos. C'était la première et unique fois qu'il m'a frappé physiquement. Il m'a donné un coup de poing dans le dos et j'ai eu tellement peur. Je tenais le balai, je balayais le sol. Je l'ai regardé et je lui ai demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» Et il a juré que ça ne s'était jamais passé. Il voulait que je croie qu'il ne m'avait pas frappé. Que c'était quelque chose dans ma tête. Parce que j'étais folle. J'ai commencé à pleurer. Je sens ces larmes, cette larme chaude qui coule. Je suis entrée dans la chambre de mon ami. Mon ami était déjà dans la chambre en train de pleurer. Je n'oublierai jamais ça. Je l'ai regardé et je lui ai dit « S'il te plaît,
dis-moi qu'il m'a frappé, parce qu'il dit que c'est un mensonge. J'ai enlevé mon haut. Quand je l'ai enlevé, elle m'a regardé en pleurant et m'a dit, il t'a donné un coup de poing. Non seulement parce que je vois son poing au milieu de ton dos, mais parce que j'ai entendu le bruit du coup quand il t'a frappé. Je lui ai dit que j'allais appeler la police, qu'il n'y avait plus de moyen de sauver cette relation. Il m'a simplement dit de ne pas faire ça, qu'il allait changer. On entre déjà dans le cycle de la violence, dans la roue de la violence. Qu'il allait changer, etc. Et je commence à penser, mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va devenir? Quelle honte de raconter à mon père que j'ai été frappée. Je n'ai jamais été frappée. Je vais raconter à mon père que j'ai terminé mon mariage parce que mon mari m'a battue? Comment je vais raconter ça à ma mère? Comment je vais regarder mes sœurs et dire quelque chose comme ça? Je n'ai pas eu la force de partir. J'ai accepté cette situation. J'ai pensé que ça allait s'améliorer, que ça allait changer. J'ai commencé à aller à l'église, à demander à Dieu, à prier. Lui buvant beaucoup. Il arrêtait, revenait. Buvait à nouveau, revenait. Il est arrivé une époque où il arrivait en retard au travail. Il y a eu une réduction dans son entreprise, évidemment il a été un de ceux qui sont partis. À cette époque, ma famille l'a aidé à trouver un autre emploi, à se rétablir dans une autre ville. C'était bien. Mais l'alcool est revenu. Il donnait aussi des cours dans une université, d'où il a été licencié. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi. Il a commencé à faire de petits commentaires. Il disait que mon corps était moche, que je devais perdre du poids. Je perdais du poids mais il n'était pas content. Et il y avait les abus de sa mère, qui m'humiliait beaucoup avec des mots, avec son comportement. Ça me faisait très mal. Je lui disais que je ne voulais plus retourner chez ses parents, mais il disait, soit tu viens, soit tu restes seul, parce que je ne vais pas arrêter de rendre visite à mes parents. Je disais, va tout seul. Et il disait, sans toi je n'irai pas, parce que tu es ma femme, tu dois être avec moi. C'était comme ça. J'étais humiliée par sa famille. Le père et la sœur cadette étaient tranquilles et respectueux. Mais sa mère faisait des choses absurdes avec moi. Elle avait aussi ce comportement de prendre mes vêtements et les cacher. Je me souviens qu'une fois j'avais un chapeau et j'étais chez elle. Elle est venue vers moi et m'a dit, quelqu'un est entré ici et l'a pris. Ne porte pas plainte, laisse tomber, tu en achèteras un autre après. Elle prenait mes affaires. Quand j'allais chez elle, je devais apporter ma valise avec un cadenas. Jusqu'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elle voulait, ce qu'elle faisait, ce que c'était. Si c'était pour me faire douter de ma santé mentale, pour me faire croire que j'étais folle. Il est arrivé une époque où la situation est devenue très critique. J'ai dit, écoute, je n'irai plus là-bas parce qu'elle me traiterait mal, elle ne me respecte pas comme ta femme. Incroyablement, quand j'ai commencé à m'éloigner d'eux, les gens venaient me dire, un jour si tu as un enfant, cet enfant sera si beau. Mais ne le dis pas à ta belle-mère parce qu'elle ne veut pas que tu tombes enceinte. Tu ne peux pas tomber enceinte sinon elle va faire quelque chose. Les gens me disaient ça. J'avais peur. J'avais peur d'elle. Pour être ici aujourd'hui, après toutes ces années à parler de ça, j'ai eu besoin de beaucoup de courage et de beaucoup de thérapie. Nous sommes allés vivre ensemble. Nous avons fait une déclaration de concubinage. Nous avons voyagé pour raconter à mes beaux-parents, pour faire un déjeuner, parce que nous avons décidé de nous marier. Pourquoi? Parce qu'il a mis sur son profil que nous étions mariés et sa mère a appelé pour savoir pourquoi il n'avait pas donné d'explication pour avoir changé son profil en marié. Il a dit, nous venons là-bas, nous allons parler. Il vivait à Paris et nous vivions dans le sud de la France, alors il n'y avait pas moyen d'être en train de parler. C'était très loin. Je crois que c'était à lui de parler avec sa famille, pas à moi. Je ne voulais pas être en train d'appeler ou d'interférer dans sa relation. Je savais qu'elle ne m'aimait pas. À cette époque, il avait une tante qui me disait qu'en réalité ce n'est pas qu'elle ne m'aimait pas, c'est qu'elle avait un sentiment de possession et qu'elle n'accepterait jamais personne avec lui parce qu'elle attendait qu'il reste disponible seulement pour elle, pour être là avec elle. C'était très étrange parce que je ne sentais pas que j'avais une belle-mère. Je sentais que mon mari avait une autre femme. C'était très morbide. Même le traitement d'elle envers lui devant moi me donnait un peu de dégoût. J'ai commencé à m'éloigner parce que quoi faire? Tu t'éloignes, tu vas t'occuper de ta vie. Nous sommes allés vivre dans une autre ville parce qu'il a perdu son emploi. Nous avons fini par retourner à Nice parce qu'il a obtenu un autre emploi. C'était une ville qu'on a toujours aimée. Nous sommes retournés y vivre. J'ai repris mes études, il travaillait. À ce moment-là, il travaillait déjà en déplacement. Il restait 14 jours à la maison, 14 jours en déplacement. Parfois 21 jours en déplacement et 14 jours à la maison. Pendant cette période, je me suis rendu compte qu'il y a eu une amélioration. Dans la deuxième année de travail en déplacement, il a amélioré la question de l'alcool. C'était un soulagement pour moi parce que j'avais très peur de dormir et qu'il meure, parce que je pensais qu'il allait tomber dans un coma éthylique ou que quelque chose allait se passer à la maison quand je dormirais. Chaque fois que je disais « ça ne va pas, terminons cette relation, je n'en peux plus de vivre comme ça », il pleurait, suppliait, demandait que je reste. Et tu restes parce que tu es amoureuse, tu es là dans ce cycle.
Premier petit ami sérieux, premier mari, première de tout pour toi. Je n'avais aucune expérience dans cette situation. Je me suis rendu compte que mon apparence est devenue un problème pour lui. Il a commencé à critiquer mes vêtements. Je devais m'habiller comme il voulait. Je devais avoir les cheveux comme il voulait. Ça a commencé à devenir de pire en pire. Il y a eu une époque où je suis restée 3 ans avec les mêmes cheveux parce que je ne pouvais pas changer la couleur de mes cheveux. J'ai commencé à avoir peur de les couper. Il disait, tes cheveux ne peuvent pas être frisés. Tes cheveux ne peuvent pas être courts. Tes cheveux ne peuvent pas être de telle couleur. Tout était choisi par lui. Tu fais la volonté pour obéir au mari. À cette époque, nous allions déjà à l'église. Alors il était l'homme de la maison. Tu dois obéir à ton mari. C'était très difficile pour moi parce que je pensais, si j'obéis, il ne va pas se disputer. Il y avait aussi la question qu'il gagnait plus. Il avait un bon emploi et il n'aimait pas que je travaille. Alors chaque fois que je trouvais un emploi, que j'avais quelque chose à faire, ça devenait une terreur pour lui. Il me jetait la maison dessus, il me détruisait. Quand je recevais de l'argent d'un emploi, d'un travail de photographie que je faisais, je devais remettre le salaire sur son compte parce qu'il disait qu'il comprenait mieux les chiffres que moi parce que j'étais une femme et que c'était lui qui devait tout administrer. Alors tout était à son nom. Je n'avais même pas un compte Netflix à mon nom. C'était lui qui commandait. À cette époque, il a perdu son emploi à nouveau. Je suis restée à soutenir la maison pendant un moment. J'ai commencé à ouvrir une petite entreprise de repas fitness à cette époque qui a très bien marché. Ça a beaucoup aidé jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Après, je l'ai aidé à trouver un autre emploi. J'avais beaucoup de connexions parce que j'étais photographe, je connaissais beaucoup de gens. Alors l'influence que j'ai conquise avec beaucoup de sacrifices l'aidait lui d'une certaine manière à avoir un emploi, à connaître des personnes et à être dans le bon cercle. J'ai une sœur. À cette époque, quand j'ai commencé à sortir avec lui, elle avait 7 ans. Il a une sœur du même âge que la mienne. Cette sœur à moi est venue passer des vacances. Il m'a dit, « Écoute, tu restes très seule et nous vivons totalement isolés de nos familles. Je voyage de plus en plus. Il y a une année où sur 365 jours, j'ai été 70 jours à la maison. Je vais être beaucoup plus tranquille en sachant que quelqu'un est là avec toi. Je veux que ta sœur vive avec nous. » Je n'ai vu aucun problème. Nous avions une condition financière tranquille. Elle est restée vivre avec nous. Il m'a dit, « Tu n'as pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, nous n'aurons pas d'enfant. » À cette époque, j'ai été diagnostiquée avec plusieurs problèmes de santé. Le médecin a dit que ce serait presque impossible que je tombe enceinte. Je devrais faire un traitement lourd. J'ai accepté, je ne vais pas être mère, c'est bon. Il a dit, nous allons élever, nous allons finir d'élever ta sœur. Nous allons lui donner tout ce que nous donnerions à un enfant. J'ai trouvé ça beau, romantique, mignon. Nous avons monté une chambre pour elle. Elle faisait partie de notre famille. Nous allions à l'église, elle, tous, évangéliques. À cette époque, il ne buvait plus. Il allait à l'église, impliqué dans plusieurs choses de l'église. Moi aussi, ma sœur. Je travaillais quand il était en déplacement. Quand il revenait à la maison, je ne travaillais déjà plus. Parce que si je travaillais, ça allait poser problème. Ça allait poser beaucoup de problèmes. Et je ne voulais avoir de problème avec lui d'aucune façon parce qu'il avait sa façon de me punir, c'était le silence. Il passait des jours sans m'adresser la parole pour que je comprenne que ce que j'avais fait était mal. Et c'était assourdissant. À cette époque, j'étais déjà très mal, affaibli par les abus, par la façon dont il me traitait. Très agressif à la maison. Il a commencé à avoir des comportements étranges. Il disait qu'il aimait quand j'avais un air de peur. Il disait que plus j'avais un air de peur face aux choses qu'il me faisait, plus ça le stimulait. J'ai commencé à avoir de plus en plus peur de lui. Même d'avoir de l'intimité avec lui. Avoir de l'intimité avec lui me faisait vraiment beaucoup de mal. C'est là que je crois que j'ai disparu. J'ai perdu la force. J'ai commencé à presque ne plus me lever du lit. Je n'allais pas bien. Je pensais qu'il était très étrange. Je lui disais, « Écoute, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien. Je veux avoir une carrière. » Et lui, ma femme ne travaille pas. Ma femme vit de ce que je lui donne. Il créait toujours des objectifs pour moi. Quand il est retourné travailler, il m'a demandé de fermer l'entreprise de repas fitness. Il disait que l'homme dans sa position ne pouvait pas avoir une femme qui vendait de la nourriture. Il avait beaucoup de préjugés sur plein de choses. Je ne pouvais plus travailler. J'ai fermé mon entreprise avec beaucoup de douleur au cœur. J'ai dû fermer. J'ai commencé à photographier aussi. Parfois j'avais 1 ou 2 emplois parce qu'il était en déplacement. J'ai continué à photographier. L'entreprise où je travaillais comme photographe, malheureusement avec les crises a fermé. Je crois que ça a été la cerise sur le gâteau pour la dépression. Parce qu'à la maison j'avais cette question des mauvais traitements. Je n'arrivais pas à travailler. Tout ça, j'ai commencé à devenir de plus en plus affaibli. Je plairais beaucoup. La dépression est une maladie terrible. Un jour le soir, il était en déplacement, je suis sortie dîner avec ma sœur.
J'ai commencé, quand j'avais des crises d'angoisse, j'avais une réaction sur le visage, une rosacée, quelque chose de vraiment moche. Mon visage. Mon corps a commencé à avoir des bleus. J'ai commencé à me sentir mal dans ce restaurant. J'ai appelé ma mère. Maman, je dois aller à l'hôpital maintenant. Je suis arrivée aux urgences. J'ai conduit, ma sœur ne conduisait pas à cette époque. Le médecin m'a regardé et m'a dit, tu fais une crise d'angoisse. Il m'a passé le téléphone et l'adresse d'un psychiatre. Je suis allée, j'ai pris rendez-vous avec ce médecin, j'ai commencé à prendre le médicament. Et j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à être heureuse à nouveau. J'ai commencé à maigrir. Je suis retournée à la salle de sport. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais mieux, que je me sentais bien, que je sortais de cette paranoïa de lui de me faire croire que notre maison était hantée, qu'il y avait quelqu'un qui cachait des choses, une entité qui cachait mes chaussures, qui cachait mes vêtements, qui cachait mes produits, j'allais simplement mieux. Et il s'irritait. On aurait dit que plus j'étais malade, plus il était heureux. Je ne comprenais pas. Il a commencé à me traiter comme si j'étais invalide. À cette époque, par exemple, au moment de faire les courses au supermarché, il disait « Non, reste à la maison, repose-toi. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. » Je pensais « Waouh, il prend soin de moi. Il n'a jamais pris soin de moi comme ça. » Du jour au lendemain, j'ai eu le mari que j'ai toujours voulu qui prenait soin de moi, qui allait faire le supermarché, qui me traitait de cette façon. Et je disais « Je fais un traitement pour la dépression, les choses s'améliorent. » Je me suis rendu compte qu'il disait « Ta sœur vient avec moi. » Et il emmenait ma sœur, une fille beaucoup plus jeune que nous, qui a toujours eu une affection comme si c'était une fille pour nous. Au-dessus de tout soupçon. Notre famille était heureuse, les choses s'amélioraient. Après quelques mois, je travaillais déjà à nouveau. J'ai recommencé à travailler pour mon compte quand il voyageait. Je me suis rendu compte qu'il a commencé à être gêné à nouveau. C'était des moments de bonheur, des moments de tristesse. Tristesse comme ça, qu'il restait étrange. Je ne comprenais pas ce que c'était. Je me souviens que c'était le nouvel an. Je lui ai dit, allons voyager, faisons quelque chose. Il a dit, allons à la plage. D'accord. Amen on stasor. D'accord. Elle était comme si c'était une fille pour nous. Je suis sortie avec eux. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il a dit qu'il avait apporté de la nourriture de notre maison, des boissons parce que nous sommes restés dans une auberge. C'était loin de la maison. Nous sommes allés à la plage en voiture. J'ai mangé quelque chose qu'il avait apporté. J'ai commencé à me sentir mal. Et je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, ni elle, ma sœur, ni lui n'étaient à l'auberge. Ils n'étaient pas là. Je ne sais pas où ils étaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais seulement que beaucoup de temps a passé. Ils sont revenus en disant « Oh, tu dormais et nous sommes sortis. » J'ai dit « Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Simplement, j'ai la certitude absolue que je me suis évanouie. Qu'il y avait quelque chose là qui n'était pas normal. » Tout était très confus dans ma tête. Parce que chaque fois que je confrontais les mauvaises choses qui se passaient dans ma maison, il disait que je devais retourner chez le psychiatre, que c'était la dépression, que j'avais besoin de prendre des médicaments. Un jour, ma sœur, il est allé chercher ma sœur au travail. Il m'a dit, non, j'y vais. Toi reste. C'est tard. Elle sortait à 22 heures du travail. J'ai dit, d'accord. Elle est rentrée à la maison, m'a regardée, s'est enfermée dans la chambre et a commencé à pleurer. J'ai dit, je vais voir ce qui se passe. Il a dit, non, n'y va pas. Elle a eu une mauvaise journée au travail. Laisse-la. Je suis entrée dans la chambre. Je l'ai appelée pour avoir une conversation. J'ai regardé. J'ai eu du courage ce jour-là. Je lui ai dit, tu t'intéresses à ma sœur? C'est ça qui se passe dans notre maison? Parce que si c'est le cas, parle. Nous devons résoudre cette situation. Il m'a regardé et m'a dit, tu es folle. Tu vois des choses où il n'y en a pas. Tu hallucines. Je suis un homme de Dieu. Je suis l'autorité de cette maison. Comment oses-tu parler de moi, qui prends la Sainte Seine avec toi, qui vais aux réunions d'hommes de l'Église? Il a utilisé toute cette image d'homme de Dieu, d'homme qui allait à l'Église, d'homme de cause sociale pour dire que j'étais folle. Je me suis sentie comme une ordure. Je me suis sentie honteuse par rapport à ma sœur. Je me suis sentie honteuse d'avoir dit ça avec mon mari, un homme bon qui prenait soin de moi. Il a voyagé. Il est parti en déplacement. Il m'a envoyé un message. J'ai une amie qui à cette époque est allée faire un échange en Irlande. Il faisait déjà quelques déplacements. Je l'aidais dans sa carrière aussi. Pendant qu'il était dehors, j'aidais pour la logistique. Envoyer de la documentation, des notes pour le comptable, de l'argent, conversion de devises qui venaient d'autres pays, documentation pour la banque. Je devais faire tout ça pour lui, même si j'étais malade. Je n'ai jamais été enregistrée comme employée. J'étais l'épouse et j'aidais mon mari. C'est comme ça que je vivais.
Il m'a dit que les affaires se développaient, qu'il avait eu une conversation avec les gens de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Ils allaient ouvrir un bureau en Écosse. Il fallait que mon anglais s'améliore rapidement parce que j'allais avoir besoin de l'aider pendant qu'il serait en déplacement. Je lui ai dit, d'accord. Écoute, parle avec ton ami. Vois ce que tu vas faire pour aller en Irlande. Je n'ai jamais eu d'intérêt pour aller en Irlande. Je pensais aller aux États-Unis parce qu'il voyageait beaucoup là-bas aussi, il y avait des conférences. Mais jamais en Irlande. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je l'ai un peu poussé avec le ventre. J'ai dit, il ne parle pas sérieusement. Comment je vais aller en Irlande? Je suis mariée. Il rentrait à la maison et disait, tu as déjà parlé avec ton ami? Tu l'as déjà appelé? J'ai dit, c'est très cher. Nous venons de nous rétablir. Je ne gagne pas si bien. Non, non, mais nous devons voir. À cette époque, j'ai trouvé une agence à Lyon. J'ai dit, il y a cette agence ici qui fait des échanges pour l'Irlande, mais je ne sais pas comment c'est, je ne comprends rien à ça. Il a pris et a dit, arrange ça, nous allons à Lyon maintenant. Je suis arrivée à Lyon. Il est allé directement à l'agence. Il a regardé la femme, combien ça coûte? La femme a dit le prix. Il a dit, demain l'argent sera sur ton compte. J'ai regardé, l'argent? Oui, je vais payer. Tu vas faire l'échange. Quand je me suis rendu compte, je prenais déjà des photos, ces photos qu'on prend dans ces agences d'échange quand tu vas être étudiante en échange. J'avais déjà un calendrier disant dans combien de jours je serais en Irlande. Moi qui travaillais, pleine de projets. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, tu y vas parce que tu améliores ton anglais. De là tu vas en Écosse me retrouver. J'ai dit, et ma sœur? Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Non, elle vient aussi. Elle va arrêter l'université. Nous partons tous en Europe. D'accord, alors allons-y. Mais tu dois partir en premier parce que c'est toi qui vas m'aider. Tu dois améliorer ton anglais. D'accord. Je suis allée en Irlande. J'ai pris un vol, je suis partie avec la valise pleine de médicaments parce que j'étais encore en traitement pour la dépression. Il est venu avec moi. Il allait rester là 2 semaines. La question du contrôle. J'ai dû vivre à l'adresse qu'il voulait, avec les personnes qu'il a choisies, de la manière qu'il a choisie. Quand je suis arrivée en Irlande, il m'a dit que je ne pouvais pas travailler, qu'il allait me soutenir, qu'il ne voulait pas que je travaille. Que ma priorité était d'apprendre l'anglais pour aider dans son entreprise parce qu'il allait en avoir besoin. J'ai dit, ok, d'accord. Mais tu es là en Irlande, tu commences à connaître des personnes. Moi très débrouillarde en anglais, j'ai commencé à prendre le rythme de la vie là-bas très rapidement. J'ai commencé à avoir un emploi, j'ai commencé à faire mon argent. J'ai commencé à me sentir mieux. OPA, je vais bien. C'est là que les abus et la violence sont arrivés au point maximum. Sont arrivés à un point maximum où je n'en pouvais plus. Parce que j'allais déjà bien. Le traitement psychiatrique était optimal. J'allais très bien à l'école d'anglais. J'ai trouvé un emploi. Je gagnais mon argent. Il appelait. Il commençait, tu es une femme très laide. Tu es grosse. Tu es stupide. Tu es pauvre. Au 4e mois où je vivais en Irlande, il est allé là-bas. Il a commencé à faire des achats pour lui. J'ai dit, waouh, mais pourquoi tu achètes tant de choses nouvelles? Tu en as déjà tellement. Non, parce que tu n'es pas ici. Tu n'es plus en Irlande. Alors il est temps que je fasse quelque chose pour moi. J'ai déjà trop fait pour toi. D'accord, achète tout ce qui te rend heureux. Je ne remets pas ça en question. Je me suis rendu compte qu'il était déjà avec une certaine colère que je sois plus indépendante, que je sois plus en bonne santé. Il est parti et m'a appelé un beau jour en disant qu'il voulait le divorce. Qu'un homme de son niveau ne devait pas être avec une femme aussi laide que moi. Il disait toujours ça. Il se référait toujours à moi comme une femme laide, stupide, incapable, grosse, qui ne conquérirait jamais rien. Un jour je l'ai appelé. J'allais travailler. Il m'a dit, tu es tellement incompétente, tu n'es tellement rien, que même le téléphone avec lequel tu m'appelles pour me déranger, c'est moi qui l'ai acheté. Parce que tu n'as pas la capacité d'avoir quoi que ce soit. Tu ne seras jamais rien sans moi. Ça me détruisait. Je me souviens que dans la maison où je vivais, j'avais un placard. Je m'enfermais dans le placard pour que personne ne me voie. Là je pleurais pendant des heures et des heures. Je disais, écoute, je retourne en France. Je vais tout laisser ici parce que tu es mon mari. Nous avons notre maison. Tu as dit que tu venais ici, tu n'es pas venu. Maintenant tu veux le divorce. Nous sommes des gens d'église. Nous avons un engagement. Tu ne peux pas simplement passer la main sur le téléphone et demander un divorce après presque 15 ans ensemble et penser que tout va bien. Ce n'est pas comme ça. Mais il disait, si tu viens, ça va être pire pour toi. Ne viens pas. J'appelais ma sœur, qu'est-ce qui se passe à la maison? Non, il ne se passe rien ici. Tu ne viens pas? J'attends que tu déménages ici. Camille,
Alors il est venu me parler en disant ce qui suit, tu ne vis en Irlande qu'à cause de son argent. Si je vais en Irlande, je vais passer beaucoup de difficultés parce que tu es une personne qui ne fait rien, tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est à cause de lui. Et je croyais ça. Je croyais que je ne serais jamais quelqu'un sans lui. Jamais capable de me soutenir sans lui. Quand tu es pendant de nombreuses années à croire aux mensonges de l'autre, quand tu es déjà depuis de nombreuses années à croire que tu n'es rien, tu n'as pas la force pour sortir de là. Je vivais déjà dans un autre pays. Je payais déjà mes factures. J'étais déjà totalement indépendante financièrement de lui. Mais dans ma tête, je n'étais rien. Parce que j'étais laide. J'étais stupide. J'étais incapable. Parce que c'est comme ça qu'il se référait à moi. J'ai quelque chose de noté ici qui a à voir avec ce que j'ai vécu. C'est ce qui suit. Le narcissique ne te tue pas. Il ne va jamais arriver et te tuer. Il ne va pas faire ça. Parce qu'il ne veut pas être vu comme un assassin. Mais il va te faire renoncer à ta vie. Et je ne voulais plus vivre. Pendant longtemps, je ne voulais pas vivre. Je me souviens que d'autres femmes m'ont accueilli. J'ai une amie en Irlande qui a été témoin. Elle l'a vu. Elle le connaissait. Elle entendait les appels de lui. Je me souviens qu'elle est venue chez moi un jour. Je pleurais beaucoup. Je disais, je vais mourir de faim. Comment je vais survivre dans un autre pays? Qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a attrapé par les épaules, m'a secoué et m'a dit, Camille, tu es déjà en train de faire ça. Tu n'as pas besoin de lui. Tout est ça, Hotens. Tu viens de payer le renouvellement de ton école toute seule. C'était 2000 €. Tu as réuni cet argent en 2 semaines en travaillant. C'était quelque chose de très fou, ce processus de comprendre que je n'étais pas ce qu'il disait. Que je n'étais pas une femme triste, dépressive, malade, malheureuse, stupide. Non. Bien au contraire. Je crois que ma force l'intimidait. D'une certaine manière, il était comme s'il était jaloux de voir que j'avais le courage de faire des choses qu'il n'avait pas. À cette époque, je ne comprenais pas pourquoi il voulait le divorce. Même avec tout ce qu'il me disait, je ne comprenais pas. Parce que même s'il me rabaissait, je disais, mais est-ce que je suis vraiment la femme la plus laide du monde? Est-ce que je suis cette ordure d'être humain qu'il dit? Je trouvais tout très confus dans ma tête. J'ai pris de l'argent et j'ai commencé à investir en thérapie. En cachette de lui. J'ai commencé à faire de la thérapie 4 fois par semaine. Puis ce fut 3 fois par semaine. Il m'a appelé un jour en disant qu'il voulait le divorce. À cette époque, je disais que je ne voulais pas lui donner le divorce. Mais ce jour-là où il m'a appelé, je lui ai dit, « Écoute, qui veut le divorce maintenant, c'est moi. Je crois que ça suffit. Je crois que tu m'as déjà trop humilié et je ne vais pas te laisser m'humilier plus. C'est fini. » Il a changé là. Il a essayé. Il s'est retourné et a dit, « Camille, c'est ce qui suit, si tu attentes à ta propre vie, je te demande seulement une chose. Écris une lettre pour ta famille disant à quel point je suis bon. Parce que peu importe ce que tu diras, je sortirai toujours comme le gentil de l'histoire. Personne ne te croira jamais. Je lui ai dit, alors tu veux dire que tu veux que je meure pour que tu restes comme le gentil de l'histoire, le veuf. À cette époque, je ne comprenais pas pourquoi il voulait que je meure. Je disais, je suis déjà dans un autre pays. Pourquoi c'était si important cette situation? Parce qu'il disait, je ne veux pas ton divorce. Je veux que tu disparaisses. Je ne comprenais pas le pourquoi. J'étais déjà dans un autre pays. Je voulais déjà suivre ma vie. Je suivais déjà ma vie. Il disait, parce que tout le problème de notre mariage, de notre relation qui n'est pas dans une bonne position, c'est de ta faute. Tu me fais faire des choses. Il n'y a pas moyen qu'on reste ensemble parce que tu as détruit notre relation. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert à cette époque qu'il avait des profils sur des sites de rencontres, impliqués avec la prostitution, des choses étranges. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi dans un autre pays essayant d'assimiler, essayant de prendre soin de moi. Il m'a appelé, a demandé pardon. A dit qu'il était confus, que le fait que je sois allée en Irlande l'avait beaucoup affecté. Qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Que si je ne revenais pas avec lui, qu'il allait se suicider. Il me disait ça. Il m'a envoyé de l'argent en me demandant d'aller en France pour une lune de miel, pour qu'on se reconnecte. Quand tu as l'estime de soi au plus bas, quand tu es encore dans ce processus de guérison, tu reviens. J'ai pris le premier vol pour la France. Je suis arrivée à la maison. Je suis arrivée à l'aéroport. Il était déjà là en pleurs. Serment d'amour. Quand je suis arrivée à la maison, ma sœur vivait encore avec lui. Elle était dans un processus de déménagement chez elle. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Je t'ai demandé de revenir ici parce que je voulais seulement te regarder en face et demander un divorce. » J'ai dit, « Comment? Je veux le divorce. Je ne te veux plus parce que tu me dégoûtes. Tu es une femme horrible. Je voulais seulement te prouver que tu n'es rien sans moi. » Quand il m'a dit ça, je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai appelé ma psychologue à l'époque. Elle m'a dit, « Camille,
Tu dois comprendre qu'une personne comme lui, il va dire que tu es grosse, tu vas maigrir. Et puis il va dire le lendemain que c'est tes cheveux qui ne vont pas bien. Tu vas changer. Tu vas changer. Parce que le problème n'est pas en toi. Le problème est en lui. À cette époque, j'en avais déjà marre. Je n'en pouvais plus. Ma sœur a déménagé. Nous l'avons aidé à déménager dans son appartement. Ma mère est venue. Je pleurais beaucoup. J'étais dévastée. Je suis allée chez ma sœur, j'ai fini par dormir là avec ma mère. Le lendemain, il a simplement dit « Mes parents viennent à notre maison. Tu n'entres plus. » Tous mes vêtements, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais là dans notre appartement était dans des sacs poubelles. Il a tout mis dans des sacs poubelles pour que je me sente. Mais avant ça, avant d'aller dormir chez ma sœur, j'étais dans notre appartement. Il m'a dit « Quand ta sœur sortira, nous allons avoir une conversation. Nous devons parler. » J'ai dit « D'accord. » Je suis entrée dans notre chambre, qui était une suite. J'allais prendre un bain. Quand je suis sortie de la chambre pour prendre de l'eau, il était debout dans la chambre qui était celle de ma sœur, en train de regarder. Parce que ses affaires à elle n'étaient plus là. Il était très triste parce qu'elle n'était plus là dans la maison. Il est venu vers moi et a commencé à crier. Je suis sortie en courant, je me suis enfermée dans la chambre, j'ai appelé ma psychologue, j'ai appelé une amie à moi. Elles m'ont dit « Range et sors de la maison. » Freeze. Il avait des trucs comme ça. Il m'appelait Camille quand c'était, il changeait sa personnalité. Quand il voyait que je ne répondais pas, il disait « Oh, mon amour. Amour, je te parle. » Alors il pouvait changer. Et c'était très confus pour moi parce que je ne savais pas quoi faire dans une position comme ça. Je disais « Il va me frapper ou il va me tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir ici. » Parce qu'il est devenu violent, agressif, à crier. Il arrêtait la voiture avec moi dans une rue déserte et criait avec les vitres fermées. Il disait les pires horreurs que je n'ai même pas le courage de prononcer à voix haute. J'ai pris, je me suis habillée. Tout ce qui était à moi était dans l'appartement, valise et tout. J'ai réussi à sortir en courant. Quand j'ai couru, il y avait la clé de la voiture sur le bord de la table et je l'ai prise. Il est venu derrière. J'ai ouvert la porte de l'appartement et je suis sortie en courant. Il n'est jamais venu derrière moi. Par coïncidence, par miséricorde de Dieu, parce que je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait cette nuit-là. Ma voisine sort de son appartement avec son mari pour descendre avec leur chien. J'entre presque sans souffle dans l'appartement. Je dis, il criait sur moi. Il m'a expulsé de la maison. J'ai dit que je n'allais pas sortir. Il a commencé à crier. J'ai la clé de la voiture. Je m'en vais. Ils ont essayé de m'aider, de m'accueillir, de me calmer. Je suis entrée dans la voiture. Je suis allée chez ma sœur. Là j'ai dormi. Enfin, je suis restée toute la nuit à pleurer. J'ai passé 10 jours à pleurer. J'ai fini par devoir aller chez le psychiatre. Le psychiatre ne voulait pas m'autoriser à retourner en Irlande. Il ne voulait pas me rendre mon billet parce que le médecin a dit que je devais rester en France pour les soins de ma famille. Il a caché mon billet. Il a retiré de l'argent. Je n'avais accès à plus rien. Je ne pouvais rien avoir. Tout ce que j'avais, c'était 400 € qui étaient sur un compte en Irlande. Je n'avais rien. Absolument rien. Nous avons essayé de divorcer. Il n'acceptait aucune condition. Il cherchait la bagarre avec l'avocat. Nous avons changé d'avocat environ 2 fois. Je ne voulais plus le litige. Je voulais déjà me séparer et partir. Le jour est arrivé pour que j'aille en Irlande. Je suis partie. J'ai dû y aller en covoiturage jusqu'à l'aéroport parce qu'il m'a pris la voiture. Tout. Mes vêtements étaient tout dans des sacs poubelles. J'ai réussi à emporter quelques affaires. Le reste jusqu'aujourd'hui je ne sais pas. Il les a mis à la poubelle. Certaines sont allées chez ma mère. D'autres j'ai dû les donner parce que je n'avais nulle part où les mettre. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de mari. Je n'avais rien. J'avais la volonté de me rétablir et beaucoup de tristesse. Je me souviens que je suis arrivée à New York pour faire la connexion. C'était une connexion de 8 heures. J'ai pris un bus et je suis allée me promener dans New York. Je pensais que c'était un mensonge. Anyways. Je pensais, non, il va m'appeler pour revenir à la maison. Il va m'appeler pour revenir à la maison. Il s'est passé la chose la plus folle du monde à New York. J'entrais dans l'avion, il y avait une fille devant moi. Elle pleurait beaucoup. Elle m'a regardée et m'a dit, « Tu es française ?» J'ai dit, « Oui. »« S'il te plaît, fais-moi un câlin. » J'ai fait un câlin à cette fille. Je lui ai dit que tout allait bien se passer. Elle m'a dit qu'elle allait faire l'échange en Irlande, que c'était la première fois qu'elle allait être loin de sa famille. Par coïncidence, cette fille était avocate. Elle a beaucoup parlé avec moi. Nous sommes amis jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé à comprendre d'autres choses sur la relation abusive. Je n'ai pas arrêté de faire de la thérapie, de prendre soin de moi. J'ai commencé à prendre fermement soin de moi-même. Parce que ça a pris des années pour me guérir. Il m'a appelé un jour en pleurant,
voulant revenir. Il ne voulait déjà plus me donner le divorce. Il ne voulait plus rien faire. 6 mois, il m'appelait, je ne répondais pas. Mais après il pleurait en essayant de me remettre dans ce milieu à nouveau. Mais j'avais déjà ma vie. Je ne voulais déjà plus revenir en arrière du divorce. Il a dit, restons mariés. Tu vis ta vie en Irlande, je vis ce que j'ai à vivre en France et on verra. J'ai dit, non. Je ne vais pas rester dans cette situation. Tu as fait ce que tu as fait. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je veux la séparation. Et il ne voulait déjà plus signer le divorce. Le jour de signer le divorce, il était en déplacement, il compliquait les choses. Il allait au cabinet de l'avocate et faisait un scandale. L'avocate m'appelait en disant qu'elle ne savait plus quoi faire. J'avais droit à certaines choses. Il refusait. Il disait, je vais garder le chien. D'accord. Je suis dans un autre pays. Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux garder le chien? Garde-le. Il a commencé à faire des histoires. Je disais, d'accord, d'accord. Je veux seulement me libérer de cette situation. Parce que je comprenais déjà que c'était une personne avec qui, si je revenais, j'allais mourir. J'avais la certitude absolue de ça. Mais une chose qui n'a jamais traversé mon esprit, c'était le vrai motif du divorce. Ça non. Je pensais, 15 ans ensemble, ça s'est refroidi. Je n'étais pas jolie pour le type. Je ne suis pas une femme attirante. C'était comme ça que je pensais. Peut-être que mon stéréotype n'était pas le stéréotype de femme qu'il veut. Je l'acceptais. Qu'est-ce que je vais faire? Je pleurais beaucoup, je souffrais beaucoup. J'allais travailler. À l'heure du déjeuner, je m'asseyais par terre, je pleurais jusqu'à ce que mon œil soit tellement gonflé que je pouvais à peine l'ouvrir. Puis je retournais travailler. C'est comme ça que j'ai rétabli ma vie. C'est comme ça que j'ai lutté. À cette époque, j'ai commencé à comprendre la violence domestique, le gaslighting, le hovering, tous ces noms et sigles qui nous arrivent. J'ai commencé à me protéger de lui. Quand il appelait pour m'offenser, je ne le laissais déjà plus faire. Je suis entrée dans un processus de lui prouver, regarde ce que tu as perdu. Parce que je pensais que je devais lui prouver que j'étais bien. Je ne devais pas me prouver à moi-même. Alors qu'en vérité, je n'avais rien à prouver. Absolument rien. Il m'appelait. J'ai été hospitalisée parce que je veux mourir. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Il avait ses trucs et ça me mettait très mal. Il m'appelait, je viens de sortir de l'école. Je vais travailler. Il a commencé à essayer, même dans un autre pays, il a commencé à revenir derrière moi. Je ne sais pas s'il voulait gagner du temps, je ne sais pas. Mais ma psychologue travaillait déjà avec moi pour me donner la force de ne pas revenir. Je disais, je ne vais pas revenir. Je vais mourir de pleurer. Je vais mal. Ce sont 14 ans de ma vie. Mais non. J'ai fini par connaître une autre personne. Nous étions déjà séparés depuis 2017. Il n'acceptait pas de signer le divorce. Chaque fois que l'avocate allait finaliser le divorce, il allait et faisait un scandale au cabinet d'avocats. Chaque fois. C'était un enfer. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne voulait pas divorcer de moi. Quand c'était mi-2018, j'essayais de le trouver pour signer les papiers du divorce. J'ai connu une autre personne. J'ai eu une relation. Nous sommes devenus petits amis. J'ai fini par tomber enceinte de cette personne. J'ai eu une fille avec cette personne. Mais je n'étais pas encore guérie pour me remarier, pour construire une famille. J'ai fini par devenir mère célibataire de ma fille en Irlande, dans un autre pays, seule. Entre-temps, je travaillais déjà comme traductrice dans des hôpitaux, en clinique psychiatrique, aussi en travaillant dans un autre domaine et comme photographe et comme barista. Puis je suis entrée, puis je suis devenue superviseur d'un magasin. Puis j'ai eu un congé maternité parce que ma fille est née. J'ai travaillé mes 9 mois de grossesse. J'ai travaillé sans arrêt. Je suis très fière de ça parce que je crois que ma fille a été un facteur important dans ce processus de guérison, dans ce processus de ne pas revenir en arrière. Ma fille a sauvé ma vie. Je suis très fière de dire ça. J'avais besoin que ma fille vienne d'une certaine manière. J'ai commencé à étudier la violence domestique. J'ai commencé à étudier les lois irlandaises. J'ai commencé à aider des femmes en France, victimes de violences domestiques qui sont passées par la même situation que moi. Parce qu'à l'époque où il m'a expulsée de la maison, je suis allée au commissariat. Je suis allée demander de l'aide pour violences domestiques. Ils n'ont pas voulu m'aider. Mon accueil a été refusé. Ils ont dit que parce que l'appartement était à son nom et qu'ils ne me voulaient plus là, ils ne pouvaient rien faire sauf amener la police pour sortir mes affaires de là. Tout est venu à la lumière après pendant la pandémie. Regarde combien d'années pour venir à la lumière. Un jour il m'a appelé. J'ai dit, écoute, je suis enceinte. Je veux le divorce. Je ne veux rien avec toi. Il a commencé à dire aux gens qu'en vérité je lui étais infidèle, il a commencé à me diffamer. Il m'a menacé.
Il a dit que quand j'irais en France avec ma fille et qu'elle serait dans sa poussette, que je regarde des deux côtés de la rue avant de traverser. Je n'ai jamais oublié ça. À cause de ça, j'avais très peur d'aller en France avec ma fille. Il appelait. Ma tension montait. J'allais à l'hôpital. Parce qu'il disait que j'étais une personne que personne ne m'aimait. Que je n'aurais jamais la capacité d'être mère. Que je n'ai pas la capacité d'être mère. Que je ne devais pas inventer d'avoir cette grossesse. Qu'il fallait que j'avorte, il voulait que j'avorte de ma fille à tout prix. N'importe quel prix. Je disais, si je fais un avortement et que je meurs ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu as déjà arrêté de penser à ça. Il disait, si tu meurs, je prends ton corps. Tu laisses de l'argent sur le compte bancaire que tu as, auquel ta sœur a accès. Je vais là-bas, je prends ton corps, je te ramène en France, je te ramène à ta famille. Ne t'inquiète pas. Il parlait comme si je n'étais pas un être humain pour lui. Il se référait à moi comme si j'étais rien. C'était ça qu'il disait. Parce que quand il m'a appelé pour faire une lettre au cas où je me suicide, disant tout ce que je devais écrire dans la lettre, là pour moi ses intentions sont devenues très claires. Très claires. À cette époque, j'étais avec le père de ma fille. Le père de ma fille est entré au milieu de cette situation, a envoyé un message pour lui. Et il s'est arrêté. Quand le père de ma fille est intervenu, il s'est arrêté, a signé le divorce. Ça a été le jour le plus heureux de ma vie quand il a signé le divorce. J'essayais même de maintenir la politique de bon voisinage. À cette époque, il a eu une situation financière très sérieuse. Il a perdu beaucoup d'argent. Il me doit jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas payé une somme qui je crois était plus de 10 000 € et a baissé à 7 000 €. Il nie cette dette. Il me doit encore 7 000 € qu'il n'a jamais payé. L'avocate à l'époque a même dit, Camille, si tu me l'avais dit, nous aurions mis une clause pour qu'il te paie cet argent. Maintenant c'est ta parole contre la sienne. J'ai dit, alors laisse tomber. Un des biens qu'il devait partager avec moi, qu'il devait me rendre, c'était me le rendre 3 ans après le divorce. 3 ans. Parce que j'avais une mesure judiciaire. J'ai dit, je vais amener la police chez toi. Tu dois me rendre mes affaires. Il ne voulait pas rendre le partage. Rien. Le temps a passé. Nous avons divorcé. Ma fille est née après le divorce. Ma fille est née quelques mois après le divorce. Je suis devenue mère. Je suis restée encore en relation avec le père de ma fille, mais nous n'étions pas mariés. Je suis allée vivre dans mon appartement. Le père de ma fille vivait dans le sien. À cette époque, quand je suis tombée enceinte, ma sœur du milieu a déménagé en Irlande aussi parce qu'elle était très choquée par les choses qu'il faisait. Elle ne voulait pas que je passe ma grossesse seule. Elle est allée pour me donner du soutien. Ça m'a beaucoup aidée. Mais ma sœur m'a dit que quand elle se préparait pour aller en Irlande, il est entré en contact avec elle. Il l'a appelée pour déjeuner parce qu'il a dit qu'il voulait lui dire au revoir avant qu'elle parte. Ma sœur est allée parce qu'elle a trouvé cette invitation très étrange. Elle voulait entendre ce qu'il avait à dire. Elle a dit qu'il est resté tout le temps à dire du mal de moi. Que j'étais une très mauvaise femme au foyer. Que j'étais grosse. Ma sœur lui a dit, tu as été mariée avec elle pendant 14 ans et seulement à la fin tu as décidé de parler de son corps, qu'elle ne cuisinait pas bien. Ça n'a pas beaucoup de sens. Quelque chose ne va pas. Ma sœur disait toujours, Camille, il y a quelque chose de plus dans cette histoire. Mais je disais, maintenant je suis sa maman. Je me suis libérée. Je dois me concentrer sur ma fille. La pandémie est venue. Ma sœur la plus jeune, pendant la pandémie, ma sœur la plus jeune qui est restée vivre encore à Nice, est devenue très étrange. Je l'appelais, elle ne répondait pas. Je lui envoyais des vidéos de ma fille, elle ne les regardait pas. Je la regardais et elle, ah, ton ex est ici à la maison. J'ai dit, mais pourquoi il est chez toi? Ah, j'ai une dette avec lui. Tu sais qu'il est un père pour moi. Je ne vais jamais arrêter de lui parler, Camille, indépendamment de ce qu'il t'a fait. Ça a commencé à devenir très suspect. J'appelais ma mère, maman, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, pour ce que je sais, elle travaille beaucoup. Je suis même en train de vouloir aller la voir parce qu'elle travaille beaucoup. Maintenant avec la pandémie, la situation financière de beaucoup de Français a chuté. Ma sœur du milieu disait toujours, Camille, dans cette histoire il y a quelque chose. Quelque chose se passe. Je disais avec ma sœur, tu es folle. S'il te plaît. C'est ma fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es méchante avec elle. Et je la protégeais. Un beau jour, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, je crois que soit ils ont eu une liaison et ça a occasionné mon divorce, soit ils sont ensemble. J'ai lancé ce verre. J'ai lancé cette balle. Mon père furieux a fini par appeler ma sœur, a mis une énorme pression sur elle. Elle n'a pas supporté la pression. Le lendemain, elle a appelé une de nos tantes et a dit, écoute, j'ai une liaison avec l'ex-mari de Camille tout ce temps. Et c'est ça. Ma tante a dit, tu vas devoir choisir, soit ta famille, soit lui. Elle a dit, je choisis lui. C'était ça. Ils vivent ensemble.
En vérité, tout ce qu'il a fait, c'était avec son aide à elle. C'était avec son aval à elle. Il y a d'autres choses qu'elle a aidé à faire qui auraient pu très mal tourner pour moi, mais grâce à Dieu j'ai réussi à renverser la situation. Je ne vais même pas en parler ici parce que c'est très compliqué. Ils vivent ensemble. C'était tout un plan monté par les deux depuis le début. Elle, c'est ça. Il y a beaucoup à dire. Elle était derrière en ayant une liaison avec lui tout le temps pendant que j'étais malade au lit en train d'essayer de me rétablir. Ma psychologue à l'époque a compris qu'il y avait quelque chose. L'avocate a compris. Ma psychologue a dit que la raison pour laquelle il ne voulait pas me donner le divorce, c'était parce qu'il planifiait la dernière attaque. La dernière attaque, c'était le fait qu'il ne voulait pas me donner le divorce. Il m'a donné le divorce quand j'étais déjà enceinte, dans une phase avancée de ma grossesse. Ma fille, j'ai dû donner la moitié de la garde de ma fille à son père. Il n'a pas laissé ma fille sortir du pays. J'étais interdite de sortir du pays avec ma fille. Parce qu'en Irlande, si ton divorce a moins de 10 mois et que tu as une relation en tombant enceinte d'une personne même si c'est dans un autre pays, où tu fais un test ADN où tu donnes 50% de la garde au géniteur. Comme le père de ma fille a dit qu'il ne ferait jamais de test ADN parce que ma fille et son portrait craché, il n'en avait pas besoin, il savait que nous étions ensemble. Parce que le père, mon ex-mari vivait dans un autre pays. J'ai donné la moitié de la garde pour ma fille. Quand nous avons rompu, il a dit « Je ne vais jamais plus te laisser aller en France voir ta famille ». C'était un plan que mon ex-mari avait aussi. Il savait ça. Je lui disais « Si tu ne signes pas, je vais rester prisonnière dans le pays avec ma fille ». Et il ne signait pas. Déjà impliqué avec la cour, avec les lois, en apprenant, en travaillant dans le domaine familial, en travaillant avec des femmes victimes de violences domestiques en Irlande et en apprenant tout, j'ai fini par obtenir le droit d'aller en France, d'emmener ma fille. J'ai obtenu le droit d'avoir la garde totale de ma fille. Malheureusement, le père de ma fille est tombé très malade et ne peut plus être présent dans la vie d'elle aujourd'hui. Il vitalité. Qui s'occupe de lui, c'est mon ex-belle-mère, sa mère. Mais le temps qu'il a pu être dans sa vie, il a été un bon père. Ça, il n'y a pas à remettre en question. J'ai dû rétablir ma vie seule. Sans mari, sans père de ma fille, qui vivait dans une autre ville. Je vivais à Dublin pendant la pandémie. J'ai dû me débrouiller seule avec un bébé de 10 mois, ma fille. Le pire de cette histoire, c'est que ma sœur qui vit avec mon ex-mari, nous sommes nés le même jour. C'est très morbide si je peux utiliser ce mot. Parce que lui, s'il était resté avec ma sœur qui est ici, qui vit en Europe, j'aurais compris. Nous sommes différentes. Mais il est resté avec un clone de moi. Une personne qui est née le même jour que moi. Une personne qui parle comme moi. Qui a la même voix. Le même rire. C'est tout très morbide. Quand tout est venu à la lumière, je l'appelais et elle ne répondait pas. J'ai appelé lui. Il a répondu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tu n'as pas voulu avoir la grossesse. Tu n'as pas voulu poursuivre ta grossesse. Alors maintenant je vais rester avec ta sœur. C'est ce qu'il a dit. C'était un châtiment. C'était une punition pour moi. Parce que même quand je suis allée en France, quand il a dit la lune de miel et tout, il disait qu'il voulait seulement que j'aille en France pour me prouver que je n'étais rien. Que tout ce que je suis, c'était à cause de lui. Alors cette question aussi était une punition pour moi. Pour que j'apprenne ma leçon pour être devenue mère. C'est très compliqué pour moi. Parce que, ça, je suis allée en France en 2018. Après la naissance de ma fille, je n'y suis pas retournée. L'année dernière, mon père a été diagnostiqué avec un cancer. Quand il est sorti que mon père avait un cancer, ma mère était en Irlande avec moi. Alors nous avons tous couru en France pour aider mon père. C'était la première fois que j'ai réussi devant la justice à emmener ma fille en France. C'était très important pour moi. Mais j'avais très peur. J'avais très peur qu'il apparaisse. J'avais très peur qu'il fasse quelque chose à ma fille. J'appelais tout le temps. Parce qu'après ma fille est restée en France avec ma mère. Parce que mon père a dit que le plus grand rêve de lui était de passer du temps avec ma fille, parce qu'ils ne se connaissaient pas. Mon père, j'ai laissé ma fille rester en France avec ma mère. Je suis retournée en Irlande pour travailler. Dieu merci, tout s'est bien passé. Entre-temps, ma sœur est allée et a connu ma fille. Ici elle a une liaison avec mon mari, qui vit avec lui jusqu'aujourd'hui, et a essayé de se rapprocher. Elle essaie de se rapprocher, essaie d'avoir une connexion. Mais pour moi, ça ne marche pas. Je ne veux plus jamais avoir aucun type de contact avec elle. À cause de la gravité du cancer de mon père, de sa santé, je suis retournée en France cette année avec ma fille. Je n'ai déjà plus voulu que ma fille reste seule pour ne pas avoir accès à elle. Alors j'ai passé 3 mois en France avec ma famille et avec ma fille près de moi. Ma fille est allée et revenue avec moi. Après tout ce temps où je suis restée de nombreuses années seule, je me suis séparée du père de ma fille en 2019. En vérité, nous ne nous sommes pas mariés. Nous étions petits amis. Nous avons rompu. J'ai connu une personne en 2022. L'année dernière, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui,
Le fait de venir ici donner cette interview, c'est lui qui m'a donné cette force. Il sait tout ce que j'ai vécu. Il m'a donné 100% de soutien. C'est une personne totalement différente. Il comprend ma lutte d'aider tant de femmes. Il m'a dit, tu dois parler. Parce que cette interview pour moi aujourd'hui n'est pas pour être ici comme une victime. Cette interview pour moi, c'est pour être ici comme une femme qui a réussi à sortir de cette situation. Qui a été trahie de la pire façon qu'une personne puisse être trahie. Et qui a réussi à recommencer. J'ai réussi à me rétablir. Aujourd'hui j'utilise ma voix, ce que j'ai appris, pour aider d'autres personnes. Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'une personne va seulement faire avec toi ce que mon ex-mari a fait quand tu ne sais pas qui tu es. Quand tu ne sais pas de la force que tu as. Quand tu arrêtes de prendre soin de toi, de ton indépendance financière, d'étudier, d'aller après ta carrière. Alors mets-toi en premier. Pour que quand tu passes par une situation comme la mienne, tu réussisses à te lever et à partir. Parce que c'est très difficile. Ça a été des années de thérapie. Ça a été 15 ans de ma vie dans cette situation sans réussir à sortir. Avec de la honte. Me sentant humilié. Inferiorisé. Dieu merci, aujourd'hui je peux regarder et dire, je ne suis pas là. Cette femme n'existe plus. Hier j'étais en train d'avoir une conversation avec mon mari. Je lui ai dit que ce serait aujourd'hui cette interview. Aujourd'hui ça fait 1 an que je me suis rétablie. C'est important pour nous. Parce que maintenant nous sommes totalement établis ici. Je suis très heureuse de ne pas être avec ces personnes près de moi. De ne pas avoir à passer par ça plus. Je crois que n'importe quelle personne qui change, je crois comme ça. Quand tu es dans une relation abusive, la première chose que tu vas faire, que la personne va faire avec toi, c'est isoler. Tu vas perdre des amis comme j'ai perdu. Tu vas rester loin de ta famille comme je suis restée. Tu vas rester à la merci de cette personne. Aujourd'hui quand je vois la situation dans laquelle ma sœur se trouve, je vois qu'il a beaucoup de pouvoir. Parce qu'elle n'a plus la famille. Ma mère parle encore avec elle. C'est une position horrible pour mes parents. Ils souffrent beaucoup. Si un jour il lui arrive quelque chose, elle n'aura personne. Lui aura toujours sa famille. Toutes ces années allant à la cour, travaillant avec des femmes victimes de violences domestiques, le schéma est le même. Mon ex-mari a seulement fait ça avec moi parce qu'il a eu sa mère du côté le soutenant à 100% en tout. Chaque fois que je vais à la cour pour traduction ou pour soutien, tous les narcissiques, tous les hommes qui ont commis ce même type de crime, vont avec les mères. Tous. Sans exception. Alors observez beaucoup ces personnes. N'ayez pas peur de partir. Parce que la vie va te surprendre beaucoup plus que ce que tu as vécu. Je ne serai plus jamais cette Camille qui était là derrière. Aujourd'hui je suis une femme différente. Mais je suis une personne aujourd'hui, grâce à Dieu, heureuse, en paix. Je vis aujourd'hui dans une forêt en Finlande. Je travaille avec l'élevage d'animaux. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais vivre ça aujourd'hui. Grâce à Dieu, la vie m'a amenée ici. Dieu a eu pitié. Je suis très reconnaissante. J'ai beaucoup plus à remercier qu'à me plaindre. C'est passé. C'est fini. Je suis vivante. C'est ça.